Café Gougère, les podcasts de Puise et Tourisme. Bonjour, bienvenue sur la série de podcasts des habitants heureux de vivre ici. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Annie-France Gaujard. Bonjour Annie-France. Bonjour. Alors, vous êtes née à Montargis, dans le Loiret, et après avoir enseigné le français à Paris pendant 18 ans, vous êtes revenue vivre dans le village de votre enfance, Rosny-lès-Écluse, aux portes de la Puisaye. Vous vous êtes alors reconvertie comme guide sur le chantier médiéval de Guédelon de 2002 à 2009, puis à Rosny, afin de faire partager le patrimoine de votre village où s'était retiré votre grand-père, le peintre Émile Roustan. Vous êtes également écrivaine de tous les genres et surtout au roman noir et peintre. Annie-France, quelle corde manque-t-il à votre arc ? Eh bien, je me le demande parce que je crois que j'ai tout pratiqué, même la danse classique, moderne, le théâtre. Alors, je suis en train de chercher peut-être tout ce qui est scientifique, parce que là, je suis nulle. Que ce soit les maths, physique, je crois que j'ai dû avoir 2 au bac, et heureusement, j'ai été rattrapée par la philo, mais c'est vraiment pas mon domaine. Donc voilà, chercher dans le domaine scientifique, je ne ferai jamais de découverte, de recherche, ça, c'est pas pour moi. D'accord, mais concernant les arts, c'est vrai que voilà, la peinture, le théâtre, et puis tout ce qui est autour des lettres, donc ça, vous êtes calée. Ça, c'est ma passion, oui, oui. J'avoue que c'est mon évasion, c'est la façon de transmettre, de partager. Et puis, il y a le côté humain, si vous voulez, qui m'intéresse. D'accord. Alors, vous avez été guide pour le monument des 7 écluses. En quoi ce monument relève du génie de la construction ? Enfin, c'est extraordinaire. Ça a été la première en France qui a été construite comme ça. Il faut imaginer que quand on est quand même en 1604 et on n'a pas les moyens techniques qu'il faut, et quand Henri IV décide qu'on va améliorer le commerce et la navigation, et que Hugues Cogniet décide de passer par Rosny parce qu'on a de nombreux étangs tout autour qui pourront alimenter le canal, il se heurte à une grande difficulté. C'est-à-dire qu'en arrivant, il voit que dans Rosny, c'est surtout très marécageux. Donc on ne peut pas creuser, faire ce qu'on veut à cette époque. Et il se dit, ben voilà, il y a une colline, on va passer à travers. Donc voilà où c'est une prouesse. Comment en fait passer les bateaux, cette dénivellation qui va être quand même de 24 mètres, et avec quels moyens on va pouvoir faire passer les bateaux. Donc voilà, le plus extraordinaire, c'est d'arriver à franchir une colline, et c'est Hugues Cogniet qui va le trouver en construisant en fait les écluses en escalier. Alors, donc, cette construction est unique en France, pour le coup. Alors, après, il y a eu les écluses de Fonceranne à Béziers, où il y a le modèle qui a été repris avec le canal du Midi et Riquet. Et là, ça fonctionne encore, mais il y a 9 écluses qui sont en fer à cheval et qui sont avec le canal du Midi. Mais à l'époque, c'était vraiment une prouesse. À l'époque, voilà, c'était vraiment une prouesse. C'est la première, quoi. C'est ça, une grande voilà. première. C'est la première pour franchir la colline. Voilà, et sur lesquels après les autres canaux de France, pour franchir les étapes, se sont inspirés de ce qu'a pu faire Hugues Cogniet. On s'est dit, tiens, apparemment, on peut franchir ces obstacles. Mais là, bon, franchir une colline de 24 mètres, il fallait évidemment le génie d'Hugues Cogniet, qui était à la fois architecte, ingénieur, et qui s'était déjà intéressé à des canaux vers Bordeaux, qui avait déjà sa petite idée, en fait, et d'essayer de pouvoir construire en escalier le monument qui va faire passer les bateaux, gravir la colline au fur et à mesure. Et donc, combien d'hommes ont travaillé sur ce monument et combien de temps est-ce qu'il leur a fallu pour le construire ? Alors, on va dire qu'ils ont réquisitionné à peu près 18 000 ouvriers pour le canal de Briare. Donc, combien exactement dans Rosny même, on n'a pas de chiffre exact. Mais bon, il faut savoir quand même qu'il y a eu 12 000 en fait, ouvriers et 6 000 hommes de troupe, parce qu'on allait passer dans des terrains et des propriétés et que les gens n'étaient pas forcément d'accord pour la construction de ce canal. Donc il a fallu forcément préserver les ouvriers, le chantier, mais on va compter, disons, 18 000 hommes réquisitionnés pour le construire.
Alors, ça a commencé en 1604. Ça n'a été effectif à la navigation qu'en 1642. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis nulle en maths, donc je vous laisse calculer. Voilà, donc ça fait 38 ans. Si donc, vous le dites, je ne vous contredirai pas. Voilà, on va être sur une petite quarantaine d'années donc Oui, parce que de le premier construction. bateau est passé en 1642, mais le temps que le commerce se développe, bon, il faudra quand même un petit peu de temps, si vous voulez, mais ça a été extraordinaire pour les villages que ça a traversé, ce que ça a apporté. Et donc c'est vrai que quand on voit ce monument qui est donc très haut et en fait très court au niveau du dénivelé que ça prend, combien de temps pouvait mettre un bateau, parce que pour aller Alors, d'en haut, pour descendre jusqu'en bas, combien de temps? vous touchez le point sensible, qui va faire que plus tard, justement, ça s'arrêtera. C'est-à-dire qu'en fait, donc, ils ont creusé sur 250 mètres de long et sur 24 mètres de hauteur, ils ont construit les 7 écluses. Mais, comme vous dites, c'est assez étroit, ce qui fait que les bateaux ne pouvaient pas se croiser. C'est-à-dire qu'il fallait attendre qu'il y en ait un qui descende avant que l'autre ne remonte. Et ça pouvait être un après-midi entier. Si vraiment c'était trop tard le soir, ben, les gens ils restaient dormir sur place. Ce qui fait que, en fait, si je peux faire une anecdote, quand les ouvriers devaient rester sur ce chantier plus longtemps, il y a eu comme une cantine qui a été créée pour nourrir les ouvriers, et ils avaient ce qu'on appelle des jetons de cuivre, qu'on appelait des méros. Alors d'un côté, vous aviez une gerbe de blé, donc vous vous doutez pourquoi, pour le pain. Il y avait une coupe avec du raisin pour le vin. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivaient à pouvoir se nourrir sur place. Ils échangeaient, il n'y avait pas de monnaie. Ils avaient ces espèces de jetons qui servaient de monnaie. D'accord, mais ça n'a pas pour autant développé, Rosny, les 7 écluses Ben, plus tard, quand ça a fonctionné, mais voilà. pas sur le moment. Pas sur le moment. Non, pas sur le moment. D'accord. Et la construction a donc été parsemée d'embûches. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu truculentes à nous raconter? Un petit peu. Disons que les principales embûches étaient la succession des décès qui, au fur et à mesure, ont fait que ça a changé de roi. Ça a changé, on est passé de Henri IV à Louis XIV jusqu'à Napoléon III. Donc, en fait, j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire qu'on dit que Hugues Cogniet, qui est décédé en 1629, et là, du coup, ça va s'arrêter, le chantier, il serait mort d'une mauvaise grippe alors qu'il se soignait avec un bon petit vin de Chablis. Donc je le conseille modérément pour le plaisir, mais pas pour se soigner, parce que ça n'a pas réussi du tout. Voilà, donc pour vous dire que de 1604 à 1628, il y a encore eu quelques embûches, parce que ça s'est arrêté aussi entre-temps, mais à sa mort, évidemment, le chantier a été complètement abandonné, dévalisé. Et il aura fallu attendre 1638 pour que des bourgeois d'Orléans aient envie, eux, de reprendre en fait le chantier. Voilà. D'accord. Donc oui, il y a eu beaucoup d'interruptions. Beaucoup d'interruptions qui ont quand même amené à la finalité, l'utilisation de ces 7 écluses. Oui. Jusqu'en quelle année? Alors ça a été jusqu'en 1642. C'est le premier bateau qui est passé. Donc on va dire qu'on part de 1604 jusqu'en 1642. Et qu'entre-temps, ça s'est arrêté quand même 2 fois. C'est-à-dire en 1610 à la mort d'Henri IV, bien sûr. Donc c'est resté abandonné. Ça a été repris en 1628 par Hugues Cogniet, qui était content qu'enfin son chantier, c'était son bébé, que ça reprenne, avec le maréchal des Fiat. Et il se trouve qu'en 1629, Hugues Cogniet meurt. Le maréchal des Fiat, il aurait pu reprendre, il meurt aussi. Donc il faudra attendre 1632, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, 1632, que les bourgeois d'Orléans reprennent en fait. Avec une petite précision, c'est qu'ils décident en fait de faire payer les bateaux qui passent. Ils vont instaurer ce qu'on appelle un droit de péage. Donc voilà, ils disent ok, nous on continue le chantier, mais c'est nous qui percevrons les droits de péage. Et puis ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Donc la navigation démarre en 1642. C'est ça. Et elle va perdurer. Alors ça va perdurer jusqu'en 1800, que je dise pas de bêtises, jusqu'en 1837. 1837, donc. C'est énorme, 4 siècles. Enfin, c'est 2 siècles. 2 siècles. Plus de 2 siècles. Quand je vous dis que je suis nulle. Plus de 2 siècles, ouais. Donc. Mais alors c'est là où ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le commerce va s'intensifier. Donc les bateaux, ils vont grossir, évidemment, et ce sera plus du tout adapté, en fait, à partir de là. Comment faire, les sas sont trop petits.
sont pas assez larges pour pouvoir que les péniches puissent passer. En fait, il veut agrandir et allonger les sas, c'est-à-dire la partie entre les deux portes. Et il va faire ça, on va donc le faire à Rogny de 1822 à 1836. Mais ça va fonctionner. Mais en 1877, vous en avez un autre qui s'appelle Fraissinet, qui demande une nouvelle standardisation. Donc là, on a dit ça va, on a assez donné. Et c'est là qu'en fait, la navigation sur les 7 écluses s'est arrêtée et qu'on a contourné la colline et fait passer le canal de Briare de l'autre côté. D'accord, donc ça a dû être un sacré chantier parce que lorsque oui. l'on voit toute cette... déjà, quand on voit le monument des 7 écluses imposant Oui. sur la colline et que l'on voit qu'il détourne le monument, le canal de Briare actuel, ça a quand même dû être un sacré chantier sûrement. à travers la ville. Oui, sûrement, effectivement. Mais bon, c'était la seule solution parce que sinon il fallait recommencer les travaux d'agrandissement et là c'était plus possible. On avait fait déjà suffisamment de temps et puis bon, de toute façon c'était plus adapté au style de bateau. Mais ça va rester en cascade quand même jusqu'en 1882-83, c'est-à-dire que ça n'est plus accessible à la navigation, mais on l'a en cascade. Donc, voilà, il y a les cartes postales qui le montrent, voilà. C'est joli comme tout. Alors souvent, quand j'avais des visiteurs, ils me disaient « Mais pourquoi vous ne refaites pas en cascade ?» Je dis « Tiens, essayez, mettez des ponts, faites ce que vous voulez. » Mais nous, on n'a pas les moyens dans notre petit village de 750 habitants, bien à peu sûr. près. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été une sacrée aventure qui ont relié donc en quelque sorte la Loire à la Seine. C'est ça, c'était le but. C'était le but de relier la Loire à la Seine. Et le pont canal de Briare, il est venu après ? Il est venu après, oui, ça. Oui, il est venu après. D'accord. Alors, Annie-France, en tant que femme de la plume, je suis sûre que vous allez nous déclamer une magnifique déclaration d'amour à la Puisaye. Ah bah écoutez, ça serait normal parce que c'est un endroit, ce que j'appelle pittoresque, qui de par l'étymologie veut dire digne d'être peint. Et on a beaucoup justement d'artistes peintres qui se sont penchés sur la Puisaye. Vous avez ne serait-ce qu'à Saint-Privé, où vous avez des artistes qui ont peint les églises. Et puis c'est vallonné, c'est verdoyant. C'est tellement riche en diversification de nature. Alors, je ne me souviens plus de l'origine du mot puisaye, je crois que c'est celtique. Alors, je sais que dans le partage, il y a un moment où c'est les forêts et l'autre humidité. Donc, c'est un petit peu le reproche que je ferais du pays humide. Mais c'est pas grave, parce que quand on a le soleil, c'est tellement beau que... Non, c'est vrai que moi, comme mes grands-parents sont venus s'installer là, c'était par amour de la nature, du paysage, et puis c'est vallonné, donc voilà, c'était la Puisaye, il n'y a pas de problème. C'était un vrai coup de cœur, ils y ont planté leurs racines. Voilà, et mon grand-père qui était artiste peintre, lui, c'était le rêve. Effectivement, les ruisseaux, les petits ponts, il en a peint des paysages comme ça. Les églises, qui sont toutes extraordinaires dans le coin. Elles ont tout un passé, que ce soit roman, que ce soit gothique. Et puis alors les châteaux, je vous dis pas. Enfin, on a une telle culture qui est dans la Puisaye qu'on a le choix de tous nos week-ends, si je puis dire, de nos vacances. Il n'y a pas de problème. Et de notre vie même. Eh ben oui, voilà, notre vie. Merci beaucoup Annie-France. Si Rogny est connu pour son escalier d'eau, un événement en fait également sa réputation, le festival de feux d'artifice qui attire chaque année des milliers de personnes. Les 20 000 spectateurs venus chercher du rêve et de l'émotion en plein les mirettes chaque fin de juillet. Oreille attentive, pour le prochain rendez-vous, nous irons à la rencontre de Léonie, une petite fille de 10 ans, vivant en Puisaye et amoureuse de son pays. Merci et à bientôt. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.